Demandez TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur votre plateau Réflexion politique. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver après ce petit break de Ramadan. Voilà, ce plateau il repart pour des réflexions, encore une fois, qui sont d'ordre de la nation, des sujets cruciaux qui nous intéressent, qui vous intéressent chez vous. Le décret numéro 2025-0077/PT-RM du 7 février 2025 instaure un fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social alimenté par des taxes sur les recharges téléphoniques, les transactions mobile money et les boissons alcoolisées. Ce même fonds vise à financer et à résoudre les problèmes du secteur énergétique en crise et elle est en vigueur depuis le 5 mars dernier. Évidemment, il y a un petit peu de discussion autour de ça. Les Maliens essayent de s'intéresser, nous aussi. C'est pourquoi il est intéressant de pouvoir comprendre ce fonds et surtout se demander si ce fonds permettra réellement un avenir meilleur ou un pari risqué pour les Maliens. Nous avons notre thème d'aujourd'hui qui est Fonds de soutien, une solution pour le Mali. Pour pousser la réflexion, téléspectateurs de Demandez TV sur ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir deux invités, pas des moindres, hyper importants, pour en discuter. Il s'agit premièrement de l'honorable Dr Fousseni Ouattara. Il est docteur en sciences économiques, président du mouvement citoyen et politique Corema. Docteur honorable, c'est lequel avant l'autre, simplement, docteur honorable Ouattara? Docteur. Parce que tout le monde est honorable, puisque honorable, c'est quelqu'un qui aspire confiance, je m'appuie. D'accord. Merci beaucoup, honorable Ouattara. Notre deuxième invité, voilà, on l'attendait sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Abdoulwahab Diakité. Monsieur Diakité, vous riez un petit peu de tout ça. Oui, ah oui, mais vous étiez attendu à ça, je le dis. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Voilà, président de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA. On vous a vu à cheval sur pas mal de médias pour essayer d'éclaircir la situation. Soyez les bienvenus. Merci bien, madame. Merci beaucoup de vous rendre disponible pour ce plateau Demandez TV. Merci. D'abord, d'entame, on va essayer de comprendre ce fonds de soutien où il y a des taxes qui vont de 10% pour tout ce qui est recharge téléphonique, voilà, et aussi pour le mobile money, un prélèvement de 1%, et pour les boissons alcoolisées, ça part de 5 à 7%. Voilà, on estime que elle pourra mobiliser 214 milliards de francs CFA par an. C'est quand même un montant. Bon, on peut le dire que c'est un montant quand même avec lequel on peut réaliser beaucoup de choses. On peut réaliser beaucoup d'infrastructures routières, on peut réaliser beaucoup de projets et puis on peut soulager aussi EDM au point de vue achat d'hydrocarbures, tout. Donc c'est un montant qui est très sensible quand même. Seulement d'achat d'hydrocarbures, les Maliens s'attendent à avoir poussé par-ci par-là des centrales solaires, hein, je pense. Oui, mais en attendant quand même, on ne peut pas se baser seulement sur l'espoir. Pour le moment quand même, il faut faire tourner les centrales thermiques dont nous disposons. Parce que comme vous le savez, l'énergie occupe une très grande place dans l'économie. Si on regroupe toutes sortes d'énergie dans le domaine de l'économie, ça occupe à peu près 80%. Donc sans électricité, l'électricité occupe une place importante. Sans électricité, on ne peut pas développer un pays. Quand on dit électricité aussi, il faut que ça soit disponible en quantité suffisante et à bon prix. Monsieur Diakité, je vais me retourner vers vous, vous qui avez été dans les travaux, hein, je ne sais pas un secret de polichinelle, hein, je crois que vous avez été consulté par rapport à ces fonds, sûrement qu'il y a eu beaucoup de débats sur le taux des fonds et autres. Vous pouvez nous donner plus de compréhension par rapport à cette taxation? Comme l'a dit honorable, en fait la taxation c'est quoi? C'est à partir d'une analyse faite. Comme tout le monde le sait, depuis un an, sinon un peu un an et demi, l'économie du Mali est carrément arrêtée à cause de la crise énergétique. Donc, après réflexion,
les autorités en charge de la République nous ont rapprochés par rapport au prélèvement de ces taxes-là et également à la destination de ces taxes-là. Et tout d'un coup, à cause des impacts de la crise énergétique, nous avons accepté. En fait, ce que nous avons accepté, et par la suite, ce qui a été décidé, ce n'est pas la même chose. Parce que dans un premier temps, nous pensions que c'était 1 an renouvelable. Mais par la suite, c'est 5 ans renouvelables. Également, dans un premier temps, également, nous ne pensions pas également que d'un montant de 250, le prélèvement, c'était à partir de 1000 francs. Mais finalement, tout a été mis dans le sac. Et voilà. D'accord, donc si je comprends bien, dans vos accords, vous avez discuté de certains préalables et qu'au sortir de tout ça, vous voyez que ce n'est pas ce qui est appliqué. Voilà. Non, en fait, ce n'est pas ce qui est appliqué, ce n'est pas d'abord la durée. La durée, parce que dans tous les cas, il s'agit d'un prélèvement. Et effectivement, le prélèvement a eu lieu. Maintenant, nous avons dit 1 an renouvelable et également nous avons posé des conditionnalités par rapport à ce montant et à leur destination. Par exemple, au niveau du comité de gestion, au niveau de la démusculation de ces fonds, nous avons parlé de tout ça. Effectivement, nos préoccupations ont été prises en compte dans ces trucs-là. C'est juste au niveau de la facturation. Dans un premier temps, on pensait que c'était 1000 francs, mais finalement, c'était à tous les niveaux. D'accord. Est-ce que ce taux n'est pas quand même, c'est la question que beaucoup se sont posées, est-ce que ce taux, par exemple, n'est pas assez énorme pour le panier de la ménagère, pour imaginer comme ça? Bon, il faut qu'on se comprenne, parce que ce dont vous parlez, le 10%, si je ne me trompe, je pense qu'il s'agit de start-up, c'est ça, non? Voilà, les taxes applicables au réseau de téléphonie ouvert au public. Et cette taxe-là fut introduite, je crois, en 2013 par une loi. Et qu'est-ce que cette loi disait? Qu'il va y avoir un prélèvement de 7%. Et 5% c'était pour le budget de l'État, et 2% pour l'AGEFO et 1% pour AMRTP. Donc ça faisait en tout 8%. Ces 8% étaient prélevés sur les taxes, comme taxe sur le chiffre d'affaires. C'était le TCA. Donc, quand on parle de ça, les citoyens ne sentaient pas ça. Pourquoi et comment? C'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple, quand on a parlé de 1000 francs, on va prendre l'exemple sur les 1000 francs. Si vous allez acheter 1000 francs, c'était 1000 francs de crédit qu'on déposait sur votre compte et c'était 1000 francs que vous dépensiez. Mais les 8% là étaient prélevés sur le chiffre d'affaires. Donc c'était sur le chiffre d'affaires de l'opérateur. Et comme c'est un impôt indirect, maintenant, avec les difficultés dont le président Diakité a parlé, l'État a voulu que son taux soit relevé de 2%. Donc maintenant, l'État veut 7%, plus les 2% de l'AGEFO, plus les 1% de AMTP, ça fait 10%. Le problème se pose où maintenant? C'est que le prélèvement se fait maintenant à la source. Vous voyez? C'est-à-dire que dès que vous payez, on enlève directement 10% et ces 10%-là, vous ne bénéficiez plus de ce service. Comme c'est un soutien. Voilà, donc c'est un soutien, c'est une participation de chaque citoyen qui va demander un service parce que ce soutien-là ne voit son apparition que quand vous demandez ce service. C'est pourquoi on dit que c'est un impôt indirect. Donc, ce prélèvement, maintenant, la population le sent. Voilà la seule différence. Sinon, les 8% avant étaient prélevés, mais c'était prélevé à la source, les gens, et disons, c'était prélevé sur le chiffre d'affaires. Maintenant, le prélèvement se fait maintenant à la source. C'est comme, je vais vous donner un exemple, peut-être ça va vous étonner, c'est comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Avant même, dans beaucoup de pays, dans les magasins, quand vous venez, vous voyez le prix de la marchandise est affiché, on dit voilà la TVA et voilà le prix total. Et maintenant, c'est ça qui s'applique même au niveau des services, c'est-à-dire que si vous voyez les sociétés, voilà, quand ils font les devis,
généralement les factures, vous voyez que voilà, le prix est là, et puis la TVA, et puis on donne le total en TTC. Maintenant, comme la population va sentir maintenant que quand vous ajoutez un crédit, le prélèvement se fait directement. Et le débat est venu maintenant auprès du public. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que quand on parle d'un fonds de soutien, c'est une participation. C'est-à-dire que chacun participe pour y réaliser des projets. Ça, c'est un fonds de soutien qui diffère, par exemple, d'un fonds de souveraineté. Parce qu'un fonds de souveraineté, ce sont les actifs de l'État. Ce n'est pas la même chose. Ce sont les placements que l'État fait, soit à travers des obligations ou bien à travers des bons, ainsi de suite. Mais ici, c'est un soutien, c'est destiné à un but bien précis. Donc c'est ça qu'il a dit. On l'a dit, on va, pour le financement des infrastructures, et pour apporter de l'aide à EDM, qui est dans un vraiment piteux état. Donc il faut le reconnaître que l'EDM est vraiment très très endetté. Alors que c'est quelque chose qui est au centre même de l'économie. Donc il faut tout faire pour que EDM puisse fonctionner, EDM puisse fournir de l'électricité, parce que beaucoup d'emplois y dépendent, beaucoup de vies y dépendent. Même si vous allez dans les hôpitaux, s'il n'y a pas de courant, ça cause beaucoup de dégâts. Donc c'était ça que je voulais ajouter un peu. Merci beaucoup, docteur Ouattara, pour cet éclaircissement. Aujourd'hui, est-ce que les Maliens n'ont pas besoin d'aller plus en profondeur? Parce qu'on a vu beaucoup de débats qui sont restés sur j'adhère pas, pourquoi une obligation, pourquoi c'est pas par volonté. Mais peut-être qu'il faudrait donner plus de précision sur les enjeux. Les enjeux ont été quoi lors de vos échanges? Vous avez échangé sur les enjeux. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour ce fonds, cette taxation pour les Maliens? Bon, madame, moi je voudrais vous dire d'abord que, bon, quand on essaie de voir, on pense que c'est une première au Mali. En réalité, ce n'est pas une première au Mali. Je n'ai pas vécu, la première réplique, ce qu'on faisait comme travail d'investissement humain, là. Ce n'est que ça. C'est-à-dire c'est l'apport du citoyen pour la contribution, pour le développement de son pays. Ce n'est que ça. On a vu ici, l'enjeu c'est quoi aujourd'hui? Quand on prélève, il faudra demain qu'on puisse dire attention, et telle centrale a été construite à travers le fonds de soutien. Et telles infrastructures ont été réalisées à 75% à travers ça. C'est ça d'abord l'échange. Sinon, en réalité, personne n'est contre. Et puis, généralement, on déplace les débats. Parce que quand on essaie de voir, on analyse à travers des sorties intempestives de certains responsables, non, nous voyons tout simplement le but assigné à ce fonds. Quel est le but? C'est de pouvoir sortir, en tout cas, du marasme que nous connaissons aujourd'hui. Et ce marasme, c'est quoi? C'est que réellement, l'économie est arrêtée à cause de la crise énergétique. Les emplois ont été perdus. Il y a eu des pertes en vie humaine. Il y a eu même des départs forcés. Vous voyez tout ça là. Donc, quand les autorités ont eu cette idée, nous avons dit oui. Mais le second enjeu, ça, la transparence et la bonne gestion autour de ces fonds. Sinon, en réalité, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, pour nous autres, peut-être au cours de la discussion, nous allons en parler, on pouvait aller même au-delà de ça. Parce qu'on a pratiquement, je dirais tout simplement, on a essayé de voir superficiellement ce qui tapait à l'œil, on appelle ça. Mais en réalité, le Mali a plusieurs niches réellement qui sont aujourd'hui susceptibles de nous aider à prendre, à prélever beaucoup de fonds pour faire face à tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. D'accord, je veux revenir sur ce sujet, et vraiment pour un éclaircissement pour nos citoyens, mais j'aimerais quand même me tourner vers docteur Ouattara. Voilà, docteur, surtout en sciences économiques. Ces taxations, les enjeux, on les voit, mais quels sont ces enjeux? Moi, j'ai envie de vous demander, quels sont les enjeux pour des citoyens qui se retrouvent dans des localités où ils n'ont ni eau, ni d'électricité, mais ils sont taxés? Comment leur expliquer à ces populations les enjeux de cette taxation? Comment? On voit très bien que quelque part aussi, il y a un déficit de communication et de précision sur cela. Comme je l'ai dit,
cette taxe-là, c'est un impôt indirect. Ça ne s'applique que quand vous demandez ces services. Sinon, si vous ne demandez pas ces services, vous n'avez pas à payer. Quand vous ne payez pas de crédit téléphonique, ça ne sert pas. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le président a dit, et comme on a mis ces taxes-là, parce que toute contribution dans ce cas-là sont des impôts. Contribution, c'est un impôt. Et dans ces cas-là, ça fait partie de ce qu'on appelle la parafiscalité. La parafiscalité, on permet de prélever, parce qu'au début, c'est ça qu'ils avaient dit. Comme ils avaient dit qu'ils allaient ouvrir un compte dans une banque. Donc, on devrait savoir jusqu'au dernier centime la destination du dernier centime. Et ça devrait être vérifiable. C'est ça qui va intéresser les gens à le faire. Mais le président l'a dit, ce n'est pas la première fois. Par exemple, comme il est d'actualité, par exemple, dans le cadre du Mali et de l'Algérie, je vais parler de quelque chose que les anciens connaissent bien. À son temps, le président Moribo avait émis des timbres. Les timbres font partie de ce qu'on appelle les axes. Ici aussi, sont des impôts. Donc, ça coûtait 25 francs maliens d'habitude. Ils ont ajouté 5 francs. Donc, quand tu voulais payer un timbre, tu étais obligé de payer 25 francs plus 5 francs. Vous voyez, donc 30 francs. Donc, les 5 francs étaient destinés pour aider l'Algérie dans sa lutte de libération. Donc, c'était une contribution aussi. Mais cette contribution, ça n'allait même pas dans les infrastructures de l'État. C'était seulement pour aider un pays frère. Alors qu'ici, ce qu'on demande, c'est pour effectivement que vous avez vu, nos infrastructures sont dans des petits états. Il faut construire les routes. Bon, si on prend EDM par exemple, il faut voir les réseaux de transport de l'électricité. Pour EDM, ça fait plus de 30 ans, 40 ans même, il n'y a pas eu d'investissement. Donc il faut rénover tout ça. Les stations de réception même de courant, ces stations-là de transport, tout, sont des trucs qui sont très petits. Même si on produit du courant, on ne peut pas recevoir en quantité voulue. On ne peut pas transporter en quantité voulue. Donc il faut revoir tout ça. Encore, avant que les centrales solaires ne commencent à fonctionner, mais les centrales thermiques, il faut du carburant tout le temps. Et ces carburants-là, il faut qu'on les paye parce que maintenant, les fournisseurs ne veulent plus faire du prix. Donc, on est obligé de faire souvent des prix. Et c'est dans ce cas-là, l'État vient en soutien avec ces fonds. Donc, chaque citoyen sait maintenant qu'il est en train de participer au développement du pays. Sinon, si vous prenez, par exemple, nos pays voisins, le Burkina. Par exemple, j'ai noté ici, le Burkina, depuis janvier 2023, le Burkina a introduit le fonds de soutien patriotique. Tout à fait. Voilà. Leur but, c'était d'avoir 100 milliards, je crois. Exact. Et voilà, en un an, ils avaient déjà eu 150 milliards. Et aujourd'hui, ils sont à peu près à 350 milliards. Et ils ont taxé quoi? Ils ont fait 1% sur les salaires nets des fonctionnaires, du public et du privé, 25% sur les primes au niveau des départements ministériels et des sociétés d'État, et 5% sur le salaire des ministres. Vous voyez, parce que souvent on parle plutôt des indemnités de parlementaires. Je pense qu'ici aussi on parle des salaires des ministres. Voilà. Donc tout ça sont des choses qu'eux-mêmes ils ont données. Par exemple, le fonds de soutien pour le Niger. Si vous prenez le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui a été mis en place au Niger. Juste après le coup d'État pour pouvoir soutenir. Aux sanctions de la CEDEAO, Exact. ils ont mis ça en place. Et les gens ont participé. Mais comme au Burkina, comme au Niger, les gens voient où va l'argent. Exactement. Voilà. Même le président Ibé, comme vous le voyez souvent, il sort, il montre. Et même récemment, on a vu même dans beaucoup de régions comme Abobo, Djilasso et consorts, ils sont en train vraiment de réaliser des infrastructures. Ils ont construit des usines. Même maintenant, ils sont en train de faire leur propre usine pour produire des voitures électriques. Donc tout ça sont des choses qui donnent de l'engouement à la population pour participer à ces fonds. Mais peut-être que la communication a manqué un peu à notre niveau. Et je pense que si on parvient à expliquer effectivement à la population, il suffit seulement un peu de temps de ne pas,
prêter trop d'attention aux différentes interprétations et de voir ce qui va être réalisé. Parce que ici, c'est les résultats qu'il faut voir. Mais ce sont des résultats qui ne vont pas naître du jour au lendemain. Peut-être qu'il faut 2 ans, 3 ans pour voir les œuvres qui vont être réalisées. Donc, c'est une question de patience. Mais là par rapport à ces pays que vous venez de citer, notamment le Burkina, ça a fait beaucoup de bruit, le Burkina. Mais la particularité, c'est que c'est volontaire. Ça, c'est dingue. De primo, c'est volontaire. À part les prélèvements, par exemple, sur les salaires et tout. Mais voyons que les enjeux au niveau du Mali sont encore plus complexes. Pour vous expliquer, pourquoi on n'est pas allé vers cette démarche, votre avis? Il y a des contributions volontaires aussi. Parce que depuis longtemps, par exemple, pour aider l'armée, il y a des comptes dont les numéros sont communiqués très souvent. Ça sont des contributions volontaires. Voilà. Mais pour tout ce qui concerne les prélèvements, ça entre dans le cadre du budget de l'État et de la loi des finances. Mais comme ce sont des contributions qui ont été faites au budget, c'est sur la vente dans les fonds spéciaux du Trésor. Parce que tout ce qui se fait, les recettes, les dépenses hors budget, on les classe dans les livrets du Trésor. Donc c'est ça que, même si vous voyez le dernier décret du président de la transition, il a pris un décret où il a dit d'ouvrir un compte dans le livret du Trésor pour ça. Parce que c'est ça qui est normal. Parce que tout ce qui concerne les impôts, il faut quand même que l'institution législative se prononce sur ça. C'est ça qui est très important. Parce que si ce n'est pas ça, ce serait un acte administratif. Donc, je dis que quand les contributions sont volontaires, ces contributions peuvent être dirigées dans un compte bancaire qui a été indiqué. Mais quand ce sont des taxes qui entrent dans le cadre des impôts, ça doit respecter les règles des principes budgétaires. C'est-à-dire que les principes budgétaires, surtout si on prend les principes budgétaires, il y a un principe qu'on appelle l'universalité du budget. Des principes budgétaires. Et ça, il y a la règle qu'on appelle la règle de non-contraction, de la double affectation. C'est-à-dire que là-bas, ça dit que toutes les entités qui font des recettes, ils doivent les présenter dans un solde brut, pas dans un solde net. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déduire vos dépenses et présenter vos dépenses en les déduisant de ce que vous avez perçu. Cela est interdit. Donc, c'est pourquoi quand sont des impôts, ça doit aller directement dans les comptes du Trésor. Voilà la différence. Donc, même si c'est volontaire, c'est directement, dans un compte bancaire que l'entité qui doit se charger de la gestion peut en disposer. Mais dans notre cas de figure, c'est obligatoire. Oui, c'est ça que j'ai dit, c'est un impôt. L'impôt est obligatoire. Donc ça veut dire que ça aurait dû être niché en temps normal au Trésor. C'est ça que le décret du président dit maintenant, que le compte doit être ouvert dans les livrets du Trésor. Et ce serait là-bas. Voilà, il y aura un compte spécial au Trésor pour ça. D'accord. C'est ça le dernier décret qu'il a fait, oui, c'est ça. En fait, c'est compréhensible, madame. C'est qu'en réalité, il y a vraiment un déficit de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est pourquoi nous, dans un premier temps, par rapport à la traçabilité de ce fonds, on avait jugé nécessaire que ce fonds soit loué dans une banque de la place. Mais en réalité, bon, avec les règles, nous avons dit oui. Mais on va toujours en venir, parce qu'en réalité, tout ce qui a été dit, ça fait 6 mois. Alors que nous voulons autre chose. Peut-être dans la discussion, on va en parler. Ça fait 6 mois, mais éclairez-nous, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, ça dit, en fait, pour nous, déjà, il fait 1 mois. 5 mars, 5 avril. Aujourd'hui, le citoyen lambda devrait savoir par opérateur quel a été le montant mobilisé par opérateur. C'est une exigence pour nous. Parce que c'est ce qui peut nous permettre d'aller plus loin encore. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quelque chose. Deuxièmement, ils ont parlé de 6 mois. Pour nous, ça c'est beaucoup. C'est à partir de 6 mois qu'on pourra faire des comptes. Voilà, 6 mois pour nous, ça c'est trop. Également, le comité de gestion qu'ils ont parlé, nous sommes restés sur notre fin. Parce que pour nous,
dans les textes là, ils auraient dit qu'ils allaient faire un compte rendu au CNT. Parce que c'est des fonds publics. Nous avons accepté, mais nous avons accepté avec des conditionnalités. Et nous voudrons réellement que ces fonds prélevés là, ça y aille dans la destination prévue, quoi. Voilà, à cet effet. Pour en ajouter, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas à rendre compte au CNT. Hein, voilà. Parce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, la règle de la double acceptation, là, c'est le produit brut qui doit être présenté. Et le gouvernement ne peut prélever des impôts que sous autorisation du Parlement. C'est le Parlement qui autorise le gouvernement à prélever des impôts. Ça, pour tout pays. Par exemple, prenons le cas des États-Unis. Vous voyez, quand le budget n'est pas voté, c'est le shutdown, les fonctionnaires sont obligés d'aller en congé, non payé. Donc, quand on parle d'impôts seulement, ça relève du ressort du Parlement. Voilà. Donc, c'est pourquoi ils ont dit qu'ils vont se faire. Si vous voyez qu'ils ont parlé du compte spécial du Trésor aussi, c'est à cause de ça. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le produit brut qui doit être présenté, pas le produit net. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en déduire. Cette divergence d'approche par rapport au compte, là où on doit nicher, ne fait pas aussi perdre une certaine confiance par rapport à tout dépend de la communication, quoi. Sinon, même chaque semaine, on peut donner l'état des choses. Parce que c'est prélevé à la source. Donc, l'opérateur même ne doit pas garder ça dans son compte pour en faire quelque chose. Voilà. Normalement, automatiquement, il doit verser dans le compte indiqué au Trésor. Donc, chaque fois, s'il y a la volonté, on peut, par semaine, on peut donner l'état des choses. D'accord. Ouais. Pour plus d'éclaircissements pour nos téléspectateurs, moi, je vais me retourner toujours vers M. Diakité, que je rappelle ici est le président de l'Association des consommateurs. Voilà, ces fonds, il s'agit des consommateurs, il s'agit de la préservation de leurs biens, de ce qu'ils consomment. Comment le citoyen peut ressentir cet impact dans vos discussions, dans vos travaux? On vous a sûrement déroulé une liste ou un plateau en disant que, bon, écoutez, on est d'accord, on va discuter, rentrez dans la danse avec nous. Vous avez sûrement tiraillé, chacun a tiraillé de son côté, mais concrètement, pour le citoyen, quel impact dans les 6 mois, on va dire, on vous a posé sur la table? Non, attention, pas les 6 mois, parce que, par exemple, si nous voulons, par exemple, la construction d'une centrale, ce n'est pas en 6 mois. Si nous voulons effectivement la réalisation d'une ligne, de transport, ce n'est pas en 6 mois. Mais tout ce que nous avons dit, prioritairement d'abord, que ce soit l'énergie. Et l'énergie, nous savons ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Donc, au bout d'un an, 2 ans, qu'on parvient à avoir, effectivement, c'est cette centrale solaire qui a été réalisée à travers le prélèvement des Maliens. Et effectivement, une fois que l'énergie démarre, ça veut dire que l'économie également va s'en suivre. Et forcément, il y aura le développement. Donc, les emplois seront préservés, etc. etc. Nous avons dit également, comme impact des routes, par exemple, quand on va réaliser des routes, qu'on dise cette route a été réalisée à tant de francs, mais sur 75% de financement de ce fonds-là, ainsi de suite. Voilà les différents impacts que nous avons au cours de nos discussions, que nous avons dit. Effectivement, si ces sommes-là sont réalisées, c'est-à-dire sont gérées comme nous le pensons, effectivement, il y aura des impacts positifs sur le Malien lambda. D'accord, merci beaucoup. Mais est-ce qu'à ce stade aussi, par rapport au prélèvement, par rapport à cette transparence, honorable docteur Ouattara, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un aperçu stratégique par rapport à ça? Parce que même en disant qu'on va réaliser des infrastructures, ça peut être une infrastructure, ça peut être 10 infrastructures, c'est pas clair. Il y a une différence. Les infrastructures, sur quelle infrastructure on va y aller? On va aller sur des routes, on va aller sur des hôpitaux, on va faire ci. Est-ce qu'à ce stade, il n'est pas vraiment nécessaire de pouvoir définir de manière précise sur quoi on veut réellement aller? Maintenant, en dégageant, peut-être si possible, en dégageant un plan d'exécution.
Oui, il faut mettre la charrue avant les bœufs. Non, je pense qu'on a été dans un contexte d'urgence, certainement. C'est ce contexte d'urgence, certainement, qui a fait qu'on n'a pas vu un plan élaboré. Comme on a parlé même que si on tombe dans le cadre de la parafiscalité, au moins on aurait dû dire chaque pourcentage, par exemple, un tel pourcentage va pour le redressement des EDM, un tel pourcentage va pour le financement des infrastructures routières, un tel financement va pour autre chose. Donc on pouvait suivre ça, et chaque fois qu'il y a des rentrées, les pourcentages là doivent être répartis comme c'est déjà désigné, par exemple dans le plan d'exécution ou bien dans un plan qui avait été élaboré. Mais ici, on a vu qu'il y a les intentions, ce sont les intentions qui ont été énoncées. On n'a pas vu de plan préétabli. Effectivement, je pense que, bon, certainement, on s'est trouvé dans une urgence. Il fallait faire face à un déficit budgétaire qui est là. Donc, à un manque crucial de liquidité. Donc, pour amortir cela, donc, on s'est rabattu sur ça. Si vous avez vu que le TARTOP a été ramené de 8 à 10%, et on l'a enlevé du prélèvement sur les TCA, c'est-à-dire que les taxes sur les chiffres d'affaires, on l'a amené le prélèvement à la source. Donc ça se comprend tout de suite qu'on fait face à un déficit de liquidité. Voilà. D'accord, merci beaucoup par rapport à ça. Voilà, la transparence. Qu'est-ce qui a été vraiment engagé par rapport à la transparence sur ces fonds? Parce qu'au Mali, ça, les téléspectateurs savent très bien. Les fonds, on les voit au début. On voit comment les fonds se mettent. On a vu le fonds Covid au début. Quand il y a eu la pandémie du coronavirus, on a vu la mise en place d'un fonds Covid. Par la suite, les Maliens n'ont pas eu un compte rendu sur la finalité. Et au Mali, on est habitué à des fonds. On met un fonds au début et par la suite, on ne sait pas ce que devient ce fonds. C'est pour ça que je vous demande, M. Diakité, qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à cette transparence, par rapport à cette gestion, par rapport à ce compte rendu qu'on doit faire régulièrement aux citoyens? Non, en fait, déjà, les textes, c'est ce qu'on nous avait dit, les textes sont sortis, mais c'est autrement. Nous avons dit effectivement un comité de gestion logé au niveau de la présidence. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Cela a été fait. Nous avons dit également que ce comité de gestion-là aille devant le Parlement pour faire le compte rendu, parce que c'est la voix du peuple. Mais ça a été occulté. Donc maintenant, est-ce que réellement, ce seul comité de gestion en 6 mois, nous sommes restés sur notre fin par rapport à ça. Et nous allons toujours l'exiger. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut pas que c'est un pari qui ne doit pas échouer. Ce fonds-là va forcément être bien géré. Contrairement au fonds Covid, on va dire encore ça, c'était des partenaires. Mais cette fois-ci, c'est le citoyen qui a accepté, en tout cas, de prélever, c'est-à-dire qu'on prélève quelque chose sur son revenu et il veut accepter et contribuer au développement de son pays. Donc, le citoyen sera intransigeant par rapport à la gestion de ce fonds. Et nous qui sommes là, en tant que société civile, nous allons continuer à jouer notre rôle. Donc, le Parlement est là, et le comité de gestion est là, tout le monde va jouer son rôle. Forcément, si ça ne va pas, c'est sûr que notre allié sera le Parlement, le CNT. D'accord, merci beaucoup. Docteur Fousseni, docteur Ouattara, docteur en sciences économiques, par rapport à la gestion de ce fonds, quelles sont impérativement les failles qu'il faut écarter le plus? Bon, il faut qu'on se comprenne, parce que si vous me demandez, en tant qu'économiste, si nous faisons face à un prélèvement qui tombe dans le cadre des impôts, alors que c'est très réglementé par la loi des finances. Et la loi des finances est très stricte sur ça. Donc il y a des comptables publics qui sont là. Et encore l'exécution des budgets sont vérifiés, pas seulement au niveau du Parlement, du CNT, mais il y a la Cour des comptes, parce que le Mali a actuellement érigé une Cour des comptes. Donc, c'est la Cour des comptes qui va vérifier tout ce qui a été élaboré, ou bien tout ce qui a été prévu, si le tout a été respecté dans les normes de la loi.
C'est pourquoi la Cour des comptes produit une loi de finances qu'on appelle la loi des règlements. Donc c'est dans ça et ils vont vérifier. Et je suis sûr qu'avant on n'avait pas de Cour des comptes, on avait une section de comptes. Maintenant, avec les prérogatives qu'ils ont, ils pourront vérifier ça. Parce qu'il faut savoir qu'avant, au Mali, on ne produisait même pas de loi de règlement. Et on ne produisait pas. Parce que quand l'année budgétaire se terminait seulement, l'année qui va suivre, normalement, la loi de règlement devrait apparaître pour voir est-ce que la gestion du budget a été faite dans les normes de moralité qui s'imposaient. Avant, il n'y avait pas ça, parce que c'est pourquoi il y avait ces laissés-aller. Maintenant, la transition est en train de tout faire pour que la loi de règlement aussi, comme c'est une loi de finances aussi, qu'elle ait sa place. Et même maintenant, le CNT, cette session parlementaire-là, va voter pour la première fois la loi organique relative aux lois de finances. Avant, c'était une loi ordinaire qui régissait ça. Alors que c'est la loi organique relative aux lois de finances qui va donner les normatifs de tout ça. Maintenant, ce que vous avez dit, parce que si on va mettre un comité qui va suivre cette gestion, ça peut suivre seulement les contributions qui sont volontaires. Ça, c'est mon avis. Les contributions qui sont volontaires. Mais tout ce qui compte dans le cadre des impôts doivent se conformer à la loi des finances. Parce que comme je vous l'ai dit, on ne permet pas aux services administratifs de se procurer des ressources en dehors des crédits qui leur sont alloués par les budgets. Voilà. Donc ça sont des trucs, des choses qui sont strictement surveillées. Si ça va dans les comptes spéciaux du Trésor, donc les comptes spéciaux du Trésor s'exécutent en dehors du budget général. Donc en ce moment, la surveillance est là. Il y a, on a assez d'organes de contrôle. Hein. Il y a, il y a l'OCLE qui est là. Il y a la Cour des comptes, comme je l'ai dit. Il y a le vérificateur général. Il y a le contrôle d'État. Il y a tout ça. Et tous, ils peuvent le contrôler parce qu'il y a là-bas quand même des experts assez pointus qui peuvent le contrôler. Voilà. D'accord. Est-ce que ce fonds, on peut par cas d'urgence, on ne le souhaite pas, hein, pour le Mali d'ailleurs, on ne le souhaite pas, est-ce que par cas d'urgence, par cas de nécessité, payer les salaires avec des fonctionnaires? Parce que c'est une question aussi qui est revenue, mais on n'a pas vraiment eu de réponse à cela. Monsieur Diakité? Nous avons été très clairs par rapport à ça. Pas question de salaire, pas question de prime, ni rien. Pourtant, c'est la discussion, quoi. Nous l'avons dit. Et d'ailleurs, quand l'honorable est en train de parler de choses, mais en réalité, franchement, quel que soit les trucs, ce fonds ne sera pas utilisé pour les salaires. Ce n'est même pas bon. Moi, en tout cas. En cas de force majeure. Même en cas de force. Non, quel cas de force majeure? Non, on ne le pourra pas parce que nous sommes dans un budget, ce qu'on appelle budget programme. Et le budget programme même, comme je vous ai dit, les principes budgétaires ne le permettent pas. Si vous voyez le principe de spécialité, voilà, ça ne permet pas cela. Donc le budget est financé dans un programme, disons pas le budget, les salaires sont financés dans un programme bien défini. Donc, chaque ministère, chaque entité a son budget qui est dégagé. Et ça va relever des recettes que l'État génère. Bon, maintenant, si ces recettes-là, les perceptions ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été programmé, d'habitude, qu'est-ce que fait l'État? L'État s'endette. L'État va sur le marché financier ou bien pour s'endetter et payer. Voilà ce qui manque. Soit ce sera à travers des emprunts publics, voilà. Bon, pour ne pas confondre avec les emprunts d'État, surtout les emprunts publics. Voilà, pour financer ces déficits-là. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un éclaircissement qu'il fallait faire pour nos téléspectateurs. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de petites spéculations. Tout le monde n'est pas expert en économie, donc sur ces. Maintenant, on parle. Cette taxation, c'est clair. C'est clair que ces cas de force majeure par rapport à la crise énergétique, par rapport à la crise, à la situation, je dirais, économique du pays, est-ce que l'État
aussi, il y a des citoyens qui se sont dit, est-ce que l'État a vraiment fouillé là où il faut fouiller? Par exemple, le prélèvement sur les salaires, même si c'est de 1%, ça aurait été quand même quelque chose de probant. Il faut le dire. Vous savez, c'est une question de gestion. Moi, je ne vais pas entrer dans certains détails, sinon je serais comme un critique, quoi. Sinon, l'assiette fiscale, on peut l'améliorer. Il y a beaucoup de domaines où l'État peut piocher encore. Par exemple, les taxes sur le foncier. C'est écrit. Voilà. Ce sont des taxes qu'on ne parvient pas à percevoir. Par exemple, on peut le taux de pression fiscale, si on les regarde sur le budget. C'est-à-dire que le taux de pression fiscale, c'est les recettes fiscales qu'on parvient à amasser dans un an, qu'on divise sur tout ce qu'on produit, c'est-à-dire que sur notre PIB, le produit intérieur brut. Alors que si on voit les normes de l'UOMA, qu'est-ce que les normes de l'UOMA dit? Que le taux de pression fiscale ne doit pas descendre en dessous de 20%. Nous sommes en train de flotter entre 13, 15, 16%. Les meilleurs records sont de 17%. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de marge où on peut aller chercher de l'argent. Donc on ne parvient pas à le faire. Si vous prenez par exemple des pays développés, disons comme la France, leur taux de pression fiscale, ça approche les 45%. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on peut encore améliorer les recettes de l'État. Rien qu'en allant voir l'assiette fiscale là, par exemple concernant les fonciers, où on ne parvient pas à percevoir, ou bien concernant, il y a beaucoup, par exemple, des gens qui s'en donnent à des commerces qui ne sont pas enregistrés et qui échappent du tout au paiement des impôts et ainsi de suite. Donc tout ça sont des choses qu'on peut faire pour améliorer l'assiette de l'État. Par exemple, quand on parle, il y a les taxes dont on n'a pas touché parce qu'on a touché seulement pour les startups. Il y a pour les transactions à travers mobile money. Mobile money, bien sûr, il y a un prélèvement quand même. Voilà, l'État a demandé 1%. Mais si on revient dans l'historique, c'est quelque chose même, bon, si on se réfère à l'historique, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir des remous ou bien c'est pas quoi, d'engouement dans ce domaine. Parce qu'au début, les opérateurs percevaient 7%. Percevaient 7% sur le transfert de l'argent. C'est à cause de la concurrence. Les opérateurs sont descendus à 1%. Donc, pour moi, quand je paye 7% et que maintenant je paye 1%, si l'État est en difficulté, comme il dit quand même que l'État veut que je paye encore 1% plus les 1% de l'opérateur, donc 2%, bon, pour quelqu'un qui paye avec plaisir 7%, quand on me dit maintenant de payer 2%, je ne vois pas, surtout... Est-ce que c'était un paiement avec plaisir? Parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas le choix. La télécommunication apparaissait dans nos pays, donc on était un peu obligé, contraint d'aller vers cela si on voulait pouvoir communiquer. Je fais un peu de litote, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Diakité, vers chez vous, quels sont par exemple des prélèvements, parce qu'on voit que c'est nécessaire. Le pays en a besoin d'un soutien financier. Quel regard, quels sont les radars en vue où on peut évidemment pas de serrer davantage la gorge aux citoyens, mais est-ce que ça n'aurait pas été une solution pour vraiment éviter cette taxation et ce fonds de soutien? Moi, je pense d'abord qu'il va falloir évaluer d'abord les agences. Parce qu'imaginez un peu, quand on prend certaines agences, même 3 ans, ça va de 6 mois à 3 ans. Quand ils ne sont pas là, ils vont bénéficier des mêmes avantages. Est-ce que ce n'est pas le moment de revoir tous ces textes-là? Parce qu'en fait, ça fait des signes pour rien pour l'État. Moi, vous êtes aujourd'hui directrice, et 3 ans après, si vous sortez, ou bien 6 mois après, vous devez bénéficier des mêmes avantages. Pourquoi? Deuxièmement, on peut élargir la base de taxation. Le Mali est le pays, par exemple, qui a signé toutes les conventions en matière de lutte contre le tabac. Mais le Mali est le pays où la cigarette le prix de la cigarette est le plus bas, pratiquement. La cigarette, on peut la taxer fortement. On le doit même. Voilà. Imaginez un peu.
Non seulement il y a le problème de santé publique qui est là, mais ça peut également renflouer les caisses de l'État. Également, je souhaiterais l'autre là, c'est quand il parle, on parle de la taxe foncière. Effectivement, aujourd'hui, l'État peut gagner beaucoup de choses. Il y a un décret également, il y a une loi par rapport à la protection du consommateur qui a été adoptée en 2015. Compte tenu de la percutance du problème de la location, nous avons proposé qu'un décret spécial soit pris par rapport au loyer à usage d'habitation. Ce décret, depuis 2015, n'est pas encore pris. Ça dit quoi pour nos Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prenait ce décret-là, les locations aujourd'hui qui coûtent 150 000 vont peut-être coûter 60 000 francs. D'accord. Est-ce que vous voyez? Également, l'avantage de cela, ça veut dire que toutes les maisons seront répertoriées au niveau des impôts. Donc, il n'y aura pas de fuite. Donc, aujourd'hui, l'adoption de ce décret-là va encore soulager le consommateur lambda qui est en train d'accepter le prélèvement. Parce que pratiquement, nous sommes tous en location. Les 70% des Maliens sont en location. Bon, il y a également les jeux de hasard. Il y a l'équipe magique. Donc, on peut prendre tout ça là. On peut prendre. Il n'y a pas de taxe dessus là-bas? Non, c'est des jeux où on peut les taxer et avoir quelque chose là-dessus. Bon, il y a également, vous avez voté cette loi-là, la caisse de dépôt de consignation. Oui. Mais malheureusement, ça traîne. Alors qu'en fait, c'est un avantage énorme pour l'État malien. Est-ce que ce n'est pas sur la table? Je ne pense pas, on n'a pas voté d'abord. Vous n'avez pas voté, je pensais que vous avez voté. Je crois que c'est sur la table. Voilà. Oui. Voilà, et réellement, si à tête reposée, on avait en fait constaté, à tête reposée, peut-être que l'État aurait gagné plus que tout ça. Est-ce que tout ça peut se faire dans un Mali qui veut avancer, un Mali qui veut être souverain, je le dis bien, un Mali prospère, un Mali développé avec les Maliens? Ce que vous avez pu avancer, c'est clair que si tout fonctionnait et que la machine se mettait vraiment bien en place, ça aurait pu donner. Mais il y a un fait, je ne peux m'empêcher de pouvoir en parler sur ce plateau, c'est notamment le manque d'immatriculation des engins. Est-ce que là-bas aussi, ce n'est pas un manque à gagner énorme pour l'État? Des voitures qui n'ont pas de plaque, des motos qui n'ont pas de plaque, des citoyens qui n'ont ni vignette, ni carte grise, ni casque et tout ça. Est-ce que l'État ne trouve pas moyen à pouvoir imposer cela? Un pays qui se respecte, c'est un pays où tous les engins sont immatriculés quand même. Au Burkina, on prend très souvent exemple avec le Burkina. Le Burkina, ça n'existe pas. Bien sûr, parce que c'est la loi qui le dit. La loi interdit à des véhicules non immatriculés de circuler. C'est le cas pour le Mali pourtant. Voilà. Donc c'est ça, le constat est là, que peut-être c'est une manque de volonté ou bien quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, nous-mêmes, on en a parlé, on a même fait des interpellations au niveau du CNT sur ça. Et le ministère chargé de cela, le ministère des Transports, nous avait rassuré que dans 6 mois, cela va être réglé. Mais tel n'a pas été le cas. On nous avait même dit que les voitures non immatriculées ne peuvent plus entrer à la cité administrative ou bien même traverser les ponts FAD. Le pont. Ouais, on nous avait dit tout ça. Bon, je vois qu'il y a un problème. Il y a même eu une communication sur la réimmatriculation suite à l'attaque. Voilà, tout ça, on a vu. Voilà. Et maintenant, on parce que, quand même, ce sont des opérations qui apportent quelque chose toujours dans la caisse. Donc, si ces voitures circulent comme ça, on ne sait même pas si ces voitures ont été dédouanées ou pas, tous les frais ont été payés ou pas, alors qu'elles sont des recettes qui doivent entrer dans la caisse de l'État. Bon, pourquoi laisser ces choses-là à l'État? Parce que si vous voyez même ces voitures, vous verrez que beaucoup de ces voitures-là n'ont pas de vignette. Ça aussi, ce sont des recettes qui sont assez importantes. Souvent, pas de visite technique, ce sont des recettes aussi. Donc, le fait que cela s'est fait, quand même, ça montre la faiblesse de l'État d'un côté. Parce que
dans toute chose, il faut la volonté. Même la souveraineté dont on parle, c'est une question de volonté. Voilà. Si on n'a pas la volonté de redresser tout cela, votre question a sa place. Et même que les pays voisins parviennent à résoudre ces problèmes, mais nous, on ne parvient pas à le faire. C'est comme vous avez vu avec les casques. Combien de fois on parle que les gens qui sont sur les motocycles, les tricycles, ainsi de suite, doivent porter des casques. Bon, chaque fois on fait des déclarations, on donne des délais, mais il n'y a pas de suite. C'est ça le problème. Merci beaucoup, docteur. Monsieur Diakité, oui. À ce niveau, moi je pense d'abord que les casques là, ça vient en dernière position. Imaginez un exemple sur je donne concernant la volonté. Quoi. Non, pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. Quoi. En fait, pour moi, c'est un manque de volonté affiché des autorités. C'est clair. Nous avons eu à faire des propositions dans les temps qui ont passé, mais malheureusement, ce sont les mêmes fonctionnaires, certains fonctionnaires qui nous ont bloqués. Par exemple, il y a plus de 10 000 motocycles. Imaginez un peu 7 500, prendre tarif exceptionnel, 7 500. Pour les matriculations. 7 500. Mais l'État avait donné son accord. On a fait, on a fait un premier volet. Il y a eu tellement d'engouement, mais malheureusement, ce sont certains fonctionnaires qui sont opposés à cela. Alors que ça faisait un manque à gagner pour l'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il s'agit juste que l'État se fasse voir au niveau de la circulation. C'est le trafic d'influence. Quand je suis porteur d'uniforme, j'occupe une certaine fonction, j'ai un statut. Quand le policier me siffle, je fais comme ça, et puis le policier reste directement ça. Non, moi je pense que c'est l'État d'abord qui doit s'afficher et finalement prendre tout ça en charge. Sinon aujourd'hui, avec ce qu'on a au Mali comme potentialité, on peut tout faire. Mais tout dépend de la manière de poser les actes. C'est tout. Mais on a tendu le micro quand même à des citoyens hors ce plateau-là pour essayer de savoir aussi cette problématique-là. Et il est ressorti que ceux qui n'immatriculent pas leur plaque, leur engin, je veux dire, sont essentiellement des porteurs d'uniformes. Et c'est déjà un porteur d'uniforme avec au moins 5 membres de sa famille. Alors cet arrangement dans la circulation routière malienne, est-ce que ça ne doit pas être un vrai débat encore une fois au CNT? Des porteurs d'uniforme, il y a des magistrats, beaucoup même. Déjà, ça gonfle encore plus. Il y a même des avocats, voilà, des gens qui croient qu'ils sont au-dessus de la loi. Et même ils mettent leur toge ou bien dans leur voiture, donc on ne doit pas les inquiéter. Effectivement, il y a ce problème. Si la loi s'applique, la loi doit s'appliquer pour tout le monde, sans exception. Peut-être qu'il faut revoir à proposer un forfait. Un forfait pour ce corps de métier qui estime. En tout cas, un forfait vaut mieux que rien du tout. Non, moi je pense que le forfait ne s'impose pas. Non, le forfait ne s'impose pas. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas une couche de minuit. En fait. Il y a la volonté, la volonté affichée, puis c'est tout. Il y a la solution. Mais pour moi, c'est au niveau des motocyclistes, là, voilà, où on peut effectivement parler de forfait pour créer un engouement. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Nous nous acheminons vers la fin, pratiquement vers la fin de notre réflexion du jour. Moi, j'ai juste une question pour nos téléspectateurs. Le fonds de soutien, un pari risqué ou pas? Docteur Ouattara, honorable docteur Ouattara, c'est un pari risqué ou pas? Là où le Mali est, le fonds de soutien n'est pas un pari risqué. Ça peut être un pari risqué seulement si nous le refusons et si nous ne faisons pas preuve de patriotisme. Parce que comme vous le savez, le Mali est en guerre aujourd'hui. Et pour soutenir l'armée, pour réarmer l'armée, et ça demande beaucoup d'investissements dans ce domaine, beaucoup de fonds. Le budget que nous avons, le budget de l'État est faible, comme vous le savez. Donc si les citoyens ne viennent pas en rescousse pour qu'on puisse dégager beaucoup de fonds pour nos unités combattantes, et ces fonds-là dont nous parlons, leur destination est bien connue. Donc ça va dans les infrastructures, ça va dans d'autres projets de développement. Et
Ça, si la population ne le fait pas, comme vous le savez, un pays, quand la population ne supporte pas son armée, c'est sûr qu'elle est en train de supporter l'armée d'un autre pays, parce que ça, c'est la logique. Si ton armée n'est pas capable de défendre ton pays, c'est que c'est l'armée d'un autre pays qui va venir occuper ton pays. Et en ce moment, tu es obligé de supporter les frais de l'armée ennemie qui sera là. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour sauvegarder non seulement notre indépendance, notre souveraineté et notre dignité. Je pense que les prélèvements dont nous avons parlé, ce ne sont pas des prélèvements aussi énormes. Peut-être la façon dont cela a été présenté, il y a des esprits maliens qui en ont profité du moment pour faire révolter les choses. Je suis sûr qu'il y a 2 ou 3 ans, si cela avait été présenté, il n'y aura même pas eu de débat. Les gens ont profité de cette conjoncture seulement pour le faire. Comme je vous ai dit, le Burkina maintenant, avec leur fonds de soutien, ils ont pu faire que beaucoup de secteurs se développent. Et en termes de développement aujourd'hui, cette année, le Burkina a présenté un budget en dépenses qui dépasse le budget malien pour la première fois. Un budget en dépenses qui fait dans les 3600, à peu près 3700 milliards. Alors que nous avons présenté un budget qui fait dans les 3229 milliards. Bien sûr que nous, avec quelques sous que nous avons reçus des mines et consorts, bon, je pense qu'il y aura quand même une loi de finances rectificative pour réajuster notre budget. Sinon, pour notre développement, comme je l'ai dit, l'assiette fiscale reste à améliorer. Pour un pays comme le Mali, avec toutes nos ambitions, je pense que chaque année, quand même, quand on va présenter un budget de l'État en dépenses, on ne doit pas descendre en dessous de 7 000, 8 000 milliards. Si on veut que notre pays soit un pays émergent. Je vous dis que, par exemple, en 2017, 2016, 2017, la Côte d'Ivoire, le budget de la Côte d'Ivoire en dépenses était de 6 450 milliards comme ça. Et cette année, la Côte d'Ivoire est à plus de 15 000 milliards. Plus de 15 trillions. Ouais. Ça veut dire que le bon qu'ils ont fait. Alors que nous sommes là à faire des bons très timides. Alors que nous avons assez de ressources pour pouvoir émerger. Donc il faut qu'on se mette au travail et que le débat se tourne maintenant qui travaille mieux pour faire émerger le Mali. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Diakité, pari risqué ou pas? Bon, j'avais oublié... La question? Non, j'avais oublié une chose. Vous savez, on devrait prélever également les richards. Le prélèvement là, ça constitue. Les richards. Ouais. C'est qui les richards? Les gros transferts là, à travers les banques. On peut juste ajuster cela. C'est-à-dire, il y en a plein. On peut le faire. Bon, ici, moi, quand on parle de pari risqué, moi je me dis, le pari risqué là, il n'y en a pas. Le pari risqué dépendra du comportement de ceux qui ont en charge les destinées de ce pays-là. Tu sais, vous ne répondez pas à la question. Hein? Non, je réponds. Ça dépendra de ça. Et si ce fonds-là est bien géré au départ, c'est juste un problème de confiance. Il y a un déficit de confiance aujourd'hui. Sinon, les Maliens aiment le Mali. Il y a juste un déficit de confiance. Au bout d'un an, qu'on voit déjà, on est en train de faire ça, il y aura même un engouement. Les gens vont même cotiser plus, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de pari risqué. Le pari risqué dépendra de la manière dont on va gérer ce fonds-là. Et je suis sûr qu'avec le dispositif mis en place là, ce fonds-là sera bien géré. D'accord. Très optimiste en tout cas de part et d'autre. Docteur Ouattara, honorable Ouattara, très optimiste pour le fonds. Les Maliens sont optimistes pour le fonds, ça c'est sûr et certain. Même si certaines personnes essayent un petit peu de bouder, de ne pas comprendre. Je pense que c'est aussi un déficit de communication à ce niveau-là. Messieurs, merci beaucoup. Je demanderai votre mot de la fin. Nous sommes à la fin de notre réflexion du jour. Honorable Docteur Fousseni Ouattara. Ok, merci. Donc, vraiment merci pour ces échanges. Ce que je dirais seulement que l'État doit
faire très attention dans la communication quand il s'agit des impôts. Parce que les impôts relèvent en économie du droit de violence même de l'État. C'est ça qu'on détermine comme ça. Ouais. C'est l'État qui... Ça ne doit pas avoir beaucoup de débats sur ça. Voilà. Parce que quand l'État le fait, comme je l'ai dit, le gouvernement peut présenter le projet et c'est le Parlement qui l'adopte. Le Parlement l'adopte au nom du peuple. Donc, tant que ce droit de violence est là, le peuple accepte parce que ce sont des choses qui pourront être suivies et vérifiées. Mais quand la chose n'est pas bien présentée, ça amène ce débat. Mais c'est que tout un citoyen doit se dire, est-ce que ces prélèvements-là vont être bénéfiques pour nous ou pas? C'est ça le problème. Nous savons aujourd'hui que déjà, il y a certaines améliorations même au niveau de la fourniture d'électricité. Et si le gouvernement se met au travail et qu'on voit que les infrastructures, par exemple, routières et consorts, vont avoir un visage neuf, je pense qu'il n'y aura plus de débat. Il n'y aura plus de débat. Donc, c'est maintenant au gouvernement de faire ses preuves. La confiance est là et je suis sûr que les petites voix dissonantes là, qui sont là vont disparaître. Et la confiance est là et les gens vont voir qu'avec ça, on peut vivre et avec ça, le pays peut émerger. Donc, c'est quelque chose qui ne doit plus faire cas de débat comme maintenant on le voit. Je le répète encore, ce n'est pas possible pour un État, chaque fois qu'il y a un impôt, qu'on vient discuter. La discussion, les débats doivent tourner autour de quoi? Autour des tarifs. Par exemple, les tarifs qu'on paie. Si, par exemple, l'électricité ou bien autre chose, ou bien le prix du pain au consort, ouais, ça sont des débats qui doivent se faire. Mais quand il s'agit des impôts, je pense que c'est très dangereux d'amener ça au niveau du public pour en faire un débat. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, honorable docteur Fousseni Ouattara, docteur en sciences économiques, président du mouvement citoyen et politique Corema. Monsieur Abdoul Wahab. Non, c'est juste demander au gouvernement vraiment d'améliorer sa politique de communication. Notre gouvernement communique très mal. Ça, et deuxièmement également, qu'il mette un mécanisme sur place pour informer les populations par rapport au recouvrement et à la collecte de tout ce qui se passe. Ça ne se fera pas sans vous quand même. Non, hein? Mais d'accord. Parce que vous êtes... Non, nous sommes là, nous jouons un rôle de veille, mais nous ne pouvons pas être jugés partis. Il faudra le comprendre également. D'accord, voilà. Quand même, on verra très bien. C'est ça, nous sommes là pour bousculer, pour mettre un mécanisme, pour mettre effectivement, pour que réellement les gens ne se doutent pas de ce qu'on fera de ce fonds-là, c'est tout. Merci beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre réflexion du jour. J'espère que vous avez eu des réponses à questions que vous pouvez vous poser en famille, à la maison, chez vous. Le thème de notre réflexion d'aujourd'hui est Fonds de soutien, une solution pour le Mali. C'est une question. Nous sommes avec honorable docteur Fousseni Ouattara, docteur en sciences économiques, président du mouvement citoyen et politique Corema. Docteur Ouattara, merci beaucoup d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Merci vraiment. Notre deuxième invité est monsieur Abdoul Wahab Diakité. Il est le président de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Monsieur Diakité, merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci madame pour votre engagement pour ce pays-là. C'est ça. Merci beaucoup, téléspectateurs de Mandé TV. Merci de votre fidélité. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. On se dit à la prochaine pour une autre réflexion. Au revoir.